Le mot post-vérité est aujourd'hui très à la mode. Il suffit de rappeler que le dictionnaire d'Oxford a choisi en 2016 ce nouveau mot comme mot de l'année pour faire référence, je cite, à des circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion et aux opinions personnelles. C'est un nouveau mot donc, et l'émergence d'un nouveau mot soulève des questions, une question essentielle. Est-ce que le mot post-vérité désigne des phénomènes radicalement nouveaux ou il n'est qu'une nouvelle étiquette pour désigner des phénomènes plutôt qui ont toujours existé? Il me semble extrêmement important d'aller au-delà de la logique binaire de ce genre de questions. D'un côté, c'est nouveau, de l'autre côté, ça a toujours existé, pour donner une profondeur historique à l'étude des mots. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, et pour ce faire, nous allons mettre ce nouveau mot en relation avec l'histoire d'un mot qui est décidément plus ancien et qui, aujourd'hui, a nettement moins de succès que post-vérité. Il s'agit du mot propagande. Le mot propagande a une signification similaire, effectivement, similaire à post-vérité, et pourtant son utilisation est aujourd'hui moins fréquente, car le mot nous apparaît souvent comme désuet et surtout comme un mot qui est associé au registre de l'insulte. Dire à quelqu'un « vous faites de la propagande », ce n'est certainement pas lui faire un compliment. Et pourtant, si on prend au pied de la lettre la définition qui est donnée par le dictionnaire d'Oxford, force est de constater que le mot post-vérité désigne une réalité qui n'est pas si nouvelle que ça. Comme le disait l'historienne Marc Bloch dans un écrit de 1921 sur les fausses nouvelles de la guerre 14-18, et je cite, « Des faux récits ont soulevé les foules. Les fausses nouvelles, dans toute la multiplicité de leurs formes, donc il y a une pluralité de formes, ont rempli la vie de l'humanité. » C'est un passage intéressant parce qu'il nous montre que déjà à l'époque de Marc Bloch, l'influence des fausses nouvelles sur l'opinion publique n'était pas un phénomène nouveau. Ce qui est radicalement nouveau à l'époque de Marc Bloch est la dimension massive que le phénomène a acquis lors de la Première Guerre mondiale. Bloch écrit juste après la Première Guerre mondiale. Une guerre totale, une guerre qui a comporté un effacement des frontières entre civils et militaires et où les activités de propagande sont devenues un élément stratégique essentiel. Je parle de propagande et j'utilise ce mot car, à la différence de ce qui se passe aujourd'hui, le mot propagande, à l'époque, était largement utilisé pour désigner des activités de communication persuasive. Et pas du tout dans une acception négative. Lorsqu'en 1927, Harold Lasswell parle des techniques de propagande de la Grande Guerre, il se sert de ce mot, le mot propagande, qui avait déjà une longue histoire, qui avait déjà ses titres de noblesse et qui avait à l'époque plusieurs acceptions et qui, comme on le verra, ne s'est limité pas à l'usage strictement politique qu'on connaît aujourd'hui. Ce sont des considérations importantes car elles nous montrent que les mots ne sont pas des universels. Le mot propagande a une histoire, voire plusieurs histoires, et il ne désigne pas partout et pas toujours les mêmes types de réalités. Et pour bien saisir cet aspect et comprendre l'évolution et l'usage qui est fait de ce mot, il est utile d'adopter une perspective diachronique large, encore plus large de celle qu'on a adoptée jusqu'à maintenant, et remonter à l'époque où le mot propagande était un néologisme, était un nouveau mot. Propagande vient du latin propaganda. C'est un mot qui désigne les choses qui doivent être propagées. C'est un adjectif verbal qui implique donc une idée qui est tout à fait positive de devoir. Propaganda sont les choses qui doivent être propagées. Il y a un devoir de propagation. Et ce mot va garder son acception
positive pendant des siècles. La première codification du mot est dans l'expression Congregatio de Propaganda Fide. Il s'agit de la congrégation du Saint-Siège consacrée à la propagation de la foi catholique. Ce qu'il faut propager était donc la foi. L'acception religieuse est l'acception de la codification du mot qui reste dominante jusqu'à l'époque de la Révolution française, qui nous fait entrer dans une deuxième phase, la deuxième phase, celle de la sécularisation du mot, celle de la politisation du mot pendant la Révolution, à l'époque de la Révolution. Cette expression qui était utilisée jusqu'alors dans le domaine religieux entre dans la sphère politique. C'est quoi qu'il faut propager? C'est où ce devoir de propagation? Dans la sphère politique. Il faut propager la révolution, il faut propager les idées révolutionnaires. Donc le terme n'est pas du tout victime d'une connotation négative, bien au contraire. Et d'ailleurs, au XIXe siècle, ce mot est renforcé par une dimension éducative. Par exemple, plusieurs associations se servent de l'expression propagande pour désigner leurs activités d'information, de vulgarisation. Ce sont des informations importantes qu'il faut diffuser. On parlera alors par exemple de propagande sanitaire, on parlera par exemple de propagande médicale pour faire allusion à toutes les campagnes de lutte contre l'alcoolisme plutôt que de lutte contre la tuberculose. Donc faire de la propagande est un devoir, c'est une activité qui permet d'agir sur les esprits pour promouvoir le progrès, pour promouvoir la santé, pour promouvoir le bien de la société. Faire propagande au XIXe siècle, c'est bien. La connotation est totalement positive. Et c'est exactement dans la même optique de changement et de transformation de la société que dans le dernier quart du XIXe siècle, le mouvement ouvrier se sert de l'expression propagande pour désigner les activités nécessaires et absolument positives pour les nouveaux partis de masse qui veulent changer la société et qui ont besoin de pouvoir communiquer avec des vastes masses à des fins politiques. Mais à la même époque, il y a aussi un phénomène de diversification dans les acceptions du mot. Le mot, par exemple, le mot propagande entre également dans la sphère économique. Donc, on a une diversification à la fin du XIXe siècle avec l'émergence d'une production, d'une économie, d'un marché et d'une consommation de masse. La propagande devient aussi une propagande commerciale qui veut promouvoir la vente et l'achat de biens de consommation. Aujourd'hui, on parle de publicité. À l'époque, le mot utilisé était plutôt le mot de propagande commerciale ou réclame. Donc, tout cela, cet aperçu historique, nous montre qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, le mot n'a pas de connotation négative et n'est pas spécifique à la sphère politique. Quel que soit son domaine d'application, il désigne des techniques et des méthodes de communication qui sont jugées utiles, et plus qu'utiles, qui sont jugées nécessaires. Et on revient ainsi à la Première Guerre mondiale, qui représente effectivement un moment charnière dans l'histoire de la communication. C'est une guerre totale, comme je le disais tout à l'heure, une guerre qui comporte un effacement des frontières entre civils et militaires, et dans laquelle les États ont besoin d'obtenir l'adhésion des populations. Et pour obtenir l'adhésion des populations, la communication, même mensongère ou sélective, apparaît pour la première fois comme une arme nécessaire. Dans tous les pays impliqués dans le conflit, des structures de propagande sont créées afin d'orchestrer les activités de propagande. La disponibilité de médias de masse, la disponibilité aussi de médias de télécommunication qui permettent une communication à distance, favorise aussi une internationalisation du phénomène et des transferts de compétences, d'images, d'idées entre les pays. C'est le cas, par exemple, des appels à la mobilisation. Donc, vous voyez un exemple ici, les appels de recrutement, les appels au patriotisme, qui reprennent souvent les mêmes schémas visuels, des schémas répandus, qui étaient par exemple déjà répandus dans la sphère économique, et qui produisent des reprises d'images importantes, comme le montrent ces affiches britanniques, italiennes, canadiennes, qui reprennent toutes le même schéma
le même schéma visuel. Avec la guerre totale, la propagande entre dans la quotidienneté des gens, entre dans la vie des gens, et le mot se diffuse pour désigner ce genre de pratique. Pour la première fois, les populations sont exposées à des campagnes de propagande de masse qui se servent de techniques relativement élémentaires comme la technique du martèlement propagandiste, l'affichage massif. Vous voyez des exemples dans ces photos qui représentent les techniques d'affichage massif utilisées à cette époque. Et clairement, cette pratique élémentaire du martèlement a des répercussions sur la perception du phénomène et sur la connotation du mot lui-même. Cette pratique élémentaire du martèlement et la diffusion fréquente de fausses nouvelles contribuent pour la première fois à l'émergence d'une image négative de la propagande, ce qui est confirmé par les documents de propagande eux-mêmes, qui nous montrent que la propagande devient l'objet d'un discours de propagande. Par exemple, les Britanniques qui critiquent les mensonges de la propagande allemande, mais aussi, comme on le voit dans cet exemple, la propagande allemande qui critique les fausses nouvelles mises en circulation par la presse britannique, française, et ainsi de suite. Donc, c'est un moment, la Première Guerre mondiale est un moment essentiel aussi dans l'histoire du mot, car c'est le début du déclin. Un mot noble, dont le passé est plus que glorieux, qui commence à tomber en disgrâce. Et puis, pendant l'entre-deux-guerres, l'affirmation des régimes fascistes qui créent pour la première fois des structures étatiques de propagande en temps de paix contribue au déclin du mot. Ça contribue au déclin du mot. Le mot propagande commence à être associé au contrôle des médias de masse, commence à être associé à la dictature, à la censure. La propagande fasciste et la propagande hitlérienne apparaissent comme une arme, un instrument de guerre qui produit, pour reprendre les paroles de Sergei Tchakotin, l'auteur d'un ouvrage très célèbre, un fiole de foule par la propagande. Donc cela ne signifie pas que les activités de propagande s'arrêtent, et ça ne signifie pas que les activités de propagande ne sont pas présentes en démocratie, mais pour les définir, il commence à devenir problématique de se servir de ce mot. Comme le dira en 1935 un parlementaire français qui s'appelle Ernest Pézé, je cite, « À l'heure actuelle, ce mot agit comme un épouvantail en certains pays. Ainsi donc, pour les étrangers, information et propagande s'opposent. Disons donc nettement information et non propagande, mais quel que soit le mot, il faut réaliser la chose. » Et la chose se développe de manière transversale. La chose se développe de manière transversale dans les États dictatoriaux comme dans les États démocratiques, dans la sphère politique comme dans la sphère commerciale, comme le montre l'ouvrage de Laswell que vous voyez ici sur la propagande et les activités promotionnelles. Donc, les frontières entre la sphère politique et la sphère économique sont extrêmement poreuses et les transferts ne manquent pas. Les mensonges de la publicité inquiètent d'ailleurs les contemporains comme les mensonges de la propagande, ce qui explique aussi la naissance à cette époque de toute une série d'initiatives d'analyse des médias, d'analyse critique des médias, qui, selon certains contemporains, sont en mesure de vendre un dentifrice comme la guerre, pour reprendre les paroles d'Adley Cantrill, qui est le directeur de l'Institute for Propaganda Analysis, créé en 1937 aux États-Unis. Puis, l'explosion propagandiste de la Seconde Guerre mondiale, où tous les belligérants se servent de la propagande comme d'une arme de guerre, donne au mot propagande le coup de grâce. Et donc, si pendant l'entre-deux-guerres, un pionnier des relations publiques comme Édouard Bernays pouvait encore désigner ces activités comme étant des activités de propagande, ce ne sera plus possible après la Deuxième Guerre mondiale. Comme la propagande est indispensable mais n'a pas bonne presse, on assiste à un phénomène d'euphémisation. Un phénomène d'euphémisation qui porte à chercher des synonymes politiquement acceptables, qui arrivent jusqu'à nos jours et à la post-vérité et qui efface la dimension propagandiste, donc persuasive, et le devoir de propagation de la plupart des communications contemporaines. Et donc on parlera de relations publiques, on parlera de public diplomacy, on parlera de public information policy, donc toutes des expressions qui insistent sur le caractère public de l'information, mais pas sur la qualité de l'information. On parlera de soft power, la puissance douce de la propagande qu'on ne peut plus
nommés, et ainsi de suite jusqu'à la post-vérité. Et donc, pour conclure, je propose de revenir à notre question de départ. S'agit-il d'un phénomène nouveau ou juste d'un nouveau mot pour nommer un mode opératoire très répandu? Cette mise en perspective historique nous donne des outils pour nuancer, pour sortir de la logique du réponse binaire et pour identifier des éléments de continuité et des éléments de rupture. D'un côté, on peut dire que l'influence que les nouvelles mensongères ont sur l'opinion de masse, qu'on appelle aujourd'hui post-vérité, ne naissent pas avec le Brexit et avec Donald Trump. À une échelle massive, elles naissent avec la guerre totale de 14-18. L'avènement de l'ère des masses et la prise de conscience de la nécessité par les États de gouverner les populations aussi sous l'angle des formes de persuasion. Et donc, de ce point de vue-là, nous sommes plutôt dans un registre de continuité avec l'histoire du XXe siècle. Nous sommes dans un long XXe siècle, ce n'est pas un phénomène radicalement nouveau. Ce regard rétrospectif nous montre aussi qu'il ne s'agit pas de mode opératoire propre uniquement au discours politique. Les mensonges de guerre, comme le débat sur les mensonges de la publicité, montrent la transversalité et la persistance de certaines pratiques et problématiques à l'ère des masses. De l'autre côté, il y a des éléments de rupture. L'évolution des paysages médiatiques des 10 dernières années, la montée en puissance des réseaux sociaux comme source d'information fondée sur des environnements numériques individualisés sont des éléments techniques de discontinuité importantes qui méritent d'être étudiés en tant que spécificité du contexte actuel et donc en tant que condition de possibilité aussi de l'émergence de ce concept de post-vérité. Et je voudrais terminer sur une considération qui récupère les idées qu'on a parcourues dans cette mise en perspective historique, pour dire que cet aperçu rétrospectif nous montre aussi un changement dans les pratiques d'euphémisation. Jusqu'à présent, l'euphémisation consistait effectivement à occulter le côté potentiellement mensonger de la propagande par l'usage de mots alternatifs, qui renvoyaient toujours à une idée d'information, publique, de l'information dont la vérité, ou au moins la vraisemblance, était considérée comme un élément constitutif de son efficacité, ce qui traduisait un jugement de valeur positif sur la vérité et négatif sur le mensonge. Eh bien, de ce point de vue-là, post-vérité, le mot post-vérité dénote un changement radical, car ce n'est plus le mensonge qui est caché dans la terminologie, mais c'est la vérité, et avec elle aussi l'exigence de la vraisemblance, qui perd sa valeur en tant qu'élément définitoire de valeur positive.